Merci Kamel, merci pour cette introduction. Bonjour à tous, moi je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et aussi attentifs. J'ai vraiment de doute avec un partenaire de la qualité de GlobalNet. Donc effectivement, moi je vais faire une introduction un petit peu sur la sécurité, sur dresser le paysage de la sécurité et surtout des attaques, parce que si on met en place des solutions de sécurité, c'est pour se prémunir d'attaques. Et donc moi mon rôle c'est un peu de vous faire peur et surtout de dresser une carte des menaces et des types d'attaques qui existent actuellement. Il faut quitter l'idée de dire pourquoi moi je serais attaqué ou pourquoi ma société serait plus visée qu'une autre. On est dans un monde depuis pas mal de temps maintenant où la cybercriminalité est quelque chose qui rapporte énormément d'argent avec des risques assez faibles. Depuis 2006, la cybercriminalité génère plus d'argent sale que le trafic de drogue avec des risques bien moindres. Donc il n'y a pas de doute à avoir, les sociétés sont attaquées régulièrement, constamment et de manière persistante. Ça c'est un fait avéré, je vous citerai quelques exemples, il y en a sûrement d'autres que vous connaissez, sachant que ce qu'on voit en termes d'exemples, ce n'est qu'à partie émergée de l'iceberg, parce que très souvent les attaques sont masquées du fait du déficit d'image et de la problématique que ça peut poser. Alors je vais parler d'un certain nombre de choses, notamment quelque chose dont on parle depuis pas mal de temps, qui est ce qu'on appelle les APT. Alors là-dedans, on met beaucoup de choses, c'est un concept qui est un peu marketing. Pour autant, c'est quelque chose qui existe et qui est réel. L'APT, c'est quoi? Alors, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une attaque. C'est plus une méthodologie d'attaque. Et au-delà de l'APT, c'est de dire quoi? C'est de dire que finalement, plutôt que de faire, comme il y a quelques années, de lancer des attaques de manière massive à l'aveugle, et puis en espérant qu'il y ait un taux de retour assez faible, mais suffisant pour que je puisse avoir un retour sur investissement en termes d'attaque, c'est d'avoir quelque chose qui soit plus persistant, plus ciblé et plus constant, avec des moyens derrière. Donc en fait, c'est pas vraiment les technologies d'attaque qui changent, c'est plutôt les méthodes et les moyens qui sont derrière. C'est-à-dire que derrière des attaques persistantes avancées, on a très souvent des moyens humains et de temps très importants. C'est-à-dire que très souvent, les attaques aboutissent. Et nous, plutôt que de parler d'attaques avancées, on préfère parler d'attaques ciblées. C'est quelque chose qui a changé au cours des dernières années et qui s'amplifie de plus en plus, c'est que les attaques sont ciblées. C'est-à-dire que les attaques sont faites spécifiquement pour aller cibler un type d'entreprise, voire une entreprise spécifique, voire une personne dans l'entreprise. Il n'y a pas très longtemps, il y a des attaques qui ont été menées qui visaient les DRH des entreprises, où la première charge virale, en fait, le premier malware était intégré dans le CV d'un candidat potentiel. Et effectivement, l'objectif, c'est de réduire la vigilance des utilisateurs de manière à ce qu'ils déclenchent l'attaque ou ne la voient pas. Autre exemple assez connu, Stuxnet, qui a été développé par l'armée américaine pour aller cibler les centrifugeuses de l'Iran. Enfin voilà, on est vraiment sur des choses qui sont très très ciblées, très très spécifiques, et qui en général aboutissent. Alors si on regarde un peu la typologie d'une attaque et comment c'est composé, c'est toujours composé de la même façon. Il y a d'une part la livraison de la charge virale, qui est souvent pas unique, mais qui est souvent décomposée. C'est-à-dire qu'on va souvent profiter d'une vulnérabilité 0D, mais pas toujours. On s'aperçoit qu'énormément d'attaques en fait utilisent des vulnérabilités qui sont très anciennes et qui ne sont pas couvertes. Derrière, il y a une première exploitation, et ensuite il y a l'exécution. L'exécution d'une attaque, c'est dans la plupart des cas de l'extraction de données. On récupère des informations sensibles qui peuvent être des informations de compte bancaire, on comprend bien, sur des sites web par exemple, des sites marchands, des choses comme ça, qui peuvent être des informations personnelles, qui peuvent être des procédés de fabrication, qui peuvent être par exemple des molécules pour des laboratoires pharmaceutiques. Tout ce qui a de la valeur est monnayable, et tout ce qui est monnayable est forcément un intérêt pour les cybercriminels. Quelque chose qui se fait assez souvent maintenant, y compris chez les particuliers, c'est ce qu'on appelle le ransomware. La charge virale va chiffrer votre disque et on va vous vendre les clés qui vont permettre de le déchiffrer. Parce qu'on sait que les informations qui sont sur le disque ou sur le serveur ont de la valeur pour vous, et donc on va vous les revendre, en fait, en quelque sorte. Vous êtes à la fois la victime et l'acheteur. Donc ça, c'est un petit peu la typologie qu'on va avoir sur ces attaques. Donc une première charge virale. Donc les systèmes de délivrance, ils sont très connus. C'est très souvent tout ce qui tourne autour des services web et des emails. Ça peut être aussi les devices qu'on connecte, les clés USB, les choses comme ça. On reviendra tout à l'heure sur une attaque qui a été fait pas mal de bruit en France le mois dernier sur TV5, où la charge initiale était sur une clé USB. Donc voilà, c'est des choses qui existent et qui sont assez courantes. Derrière, on a effectivement la première exploitation.
souvent avec des SHA-2, des virus, des vers, des choses comme ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des choses, la particularité de ces attaques ciblées ou ces APT, c'est que ça ne se déroule pas en une seule séquence. C'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure du temps, qui vont se mettre en place de manière très discrète et qui vont perdurer ensuite derrière. On estime aujourd'hui, sur les analyses, qu'une attaque dure en moyenne avant de détecter 249 jours. Donc ça fait pas mal. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de temps que l'attaque est en place, et ça reste des moyennes. On a des exemples, typiquement, en France, il y a quelques années, il y a eu les gens qui travaillaient sur le dossier du G20, dont les postes avaient été infectés. L'attaque a été détectée au bout de 2 ans, et en plus complètement par hasard. Simplement parce qu'une personne avait un poste qui ramait, il l'a emmené au service interne, qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de bizarre. Sinon, ça serait passé aperçu. Il y a d'autres exemples, par exemple chez Nortel, on sait qu'il y a des attaques qui ont duré plus de 6 ans, par exemple. Donc ce sont des choses qui durent de manière très très longue. Et au final, derrière tout ça, il y a la partie exécution sur des menaces de type général, où on va avoir principalement 2 choses. L'utilisation des machines comme des machines zombies, donc qui vont participer à des réseaux de type botnet et autres, pour faire de l'extraction de données internes, et puis participer à l'exploitation de 0D. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de ces attaques, ce qui a énormément changé depuis les premiers virus, qui sont bien anciens, le premier virus est estimé pour être apparu en 1971, vous voyez que c'est très, très vieux. On est sur des choses qui s'apparentent à du génie logiciel, avec un cycle de vie, avec des évolutions, avec toute cette dynamique derrière. Très souvent, on a, et c'est ce qui fait que c'est ciblé, une partie social engineering, c'est-à-dire qu'on va rechercher une cible et modifier, enfin personnaliser l'attaque pour cette cible-là, de manière à ce qu'elle se méfie le moins possible. C'est généralement ce qui se passe. Typiquement, je citais l'exemple du CV qu'on envoie à un DRH, ça peut être un tracking UPS qu'on envoie à la personne qui est en charge de la logistique, ça peut être des choses de ce type-là. Donc très souvent, et on a quelque chose qui est cyclique, qui va s'activer, et c'est pas pour autant que ça va s'arrêter. C'est-à-dire que l'attaque peut perdurer, peut évoluer, peut être de plus en plus active. Très souvent aussi, dans ces systèmes-là, on a une partie où on va avoir ce qu'on appelle du rootkit, c'est-à-dire que la charge malveillante va se débrouiller pour pouvoir se masquer vis-à-vis des antivirus, voire prendre le contrôle des antivirus. Donc c'est des choses qui sont très élaborées au final, avec des vraies prouesses technologiques. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le monde de la cybercriminalité, alors principalement les gens qui mettent ces attaques, il y en a 2 types, il y a effectivement des États qui peuvent le faire, pour des raisons de cyberguerre ou de choses comme ça, donc on est sur des cas un peu spécifiques, et puis la grosse majorité, c'est la cybercriminalité, c'est tout simplement la génération d'argent. Les gens qui mènent les attaques ne sont pas ceux qui font les développements, ne sont pas ceux qui fournissent les ressources techniques. On a vraiment un modèle économique qui est séparé, avec des gens qui fournissent des plateformes qui vont permettre de diffuser les services, qui se trouvent en général sur des pays avec des réglementations assez laxistes, les hébergements, les choses comme ça. On va retrouver la Russie, le Brésil, la Chine, mais il y a d'autres pays encore. Il y a des gens qui mènent les attaques, qui sont des organisations plus ou moins mafieuses, qui vont mener les attaques, et puis il y a des gens qui les développent, dont le seul rôle c'est de développer du code et de le mettre à disposition. Donc il y a vraiment tout un modèle économique qui tourne autour de ça, et qui génère beaucoup d'argent, ce qui fait que ces attaques sont des choses tout à fait réelles. La durée, effectivement, la durée, on est sur 2 ans et plus, ce sont des attaques dont l'objectif est de passer inaperçu et de pouvoir bénéficier de cette porte d'entrée dans l'entreprise le plus longtemps possible. C'est-à-dire que ça va être discret, ça ne va pas faire de bruit, et puis ça va sortir des informations. Si on regarde un petit peu sur le panel général des failles qu'on peut détecter, c'est quelque chose qui date de juillet 1994 au niveau de cette photo, mais ça n'a fait que s'amplifier derrière. On a en fait une comparaison sur les malwares entre ceux qui sont identifiés par rapport à ceux qui ne le sont pas. En gros, en rouge, c'est la partie 0D. On voit qu'il y a quelque chose qui est non seulement constant, mais qui tend à augmenter. De plus en plus, on a une utilisation d'une partie de la technologie des attaques qui utilise des codes, enfin des vulnérabilités 0D. Donc, ce qui veut dire qu'il ne va pas être détecté par des moyens de détection classiques. C'est une des problématiques actuellement, c'est que la plupart des moyens de détection, on va dire standards, sont basés sur des mécanismes de base de connaissances, typiquement l'antivirus et autres, l'IPS, tous ces mécanismes-là. Ça permet de couvrir une très grosse partie des attaques, tout ce qui est vert.
En revanche, tout ce qui est rouge, on ne peut pas pouvoir le détecter, ou en tout cas pas correctement avec ces mécanismes classiques. Il va falloir mettre en place d'autres mécanismes pour justement aller chercher ces failles. Juste pour information, si on regarde un petit peu la ventilation et les motivations qu'il y a derrière ces attaques, on voit que la très grosse majorité, c'est la cybercriminalité, donc c'est la génération d'argent malhonnête, on va dire. Le reste, c'est la partie cyberespionnage, sachant que la séparation est un peu artificielle, parce que les motivations sont certes différentes, mais souvent sont les mêmes personnes. Le cyberespionnage étant un moyen comme un autre de gagner de l'argent. C'est-à-dire que plutôt que de monnayer des numéros de compte bancaire d'utilisateurs ou des choses comme ça, on va monnayer des renseignements industriels. Et puis la dernière partie, à peu près un quart, c'est ce qu'on appelle l'activisme. Donc ce sont les revendications, le cyberterrorisme et tout ce qui tourne autour de tout ça, qui sont en général, eux, un petit peu différents, parce que très souvent leur objectif, c'est d'être visible. Donc eux, ils vont plutôt être soit sur des délits de service, soit sur du défacement ou sur des choses qui vont être visibles. On va en reparler tout à l'heure sur notamment ce qui s'est passé sur TV5. Juste à titre d'exemple, vous vous souvenez des problèmes d'email, du nombre de comptes qui a été compromis. Est-ce que les gens dans l'assistance qui avaient un compte sur eBay ont changé de mot de passe? J'imagine que c'est le cas, suite à la déclaration de la compromission. Alors, je me suis amusé à faire quelque chose pour voir quel était l'impact. Plutôt que de parler d'images, de choses comme ça, on va regarder ce que ça représente pour eBay, le fait qu'il soit compromis. eBay a eu 145 millions de comptes utilisateurs compromis. Si on regarde à peu près combien il y a de minutes dans une année, comme ça vous pouvez contrôler derrière, hein, c'est juste une multiplication, il y a à peu près 525 000 minutes dans un an. Si on estime que les 140 millions de personnes ont changé leur mot de passe, ça veut dire qu'en un an, grosso modo, on va pouvoir changer 262 000 mots de passe. Autant 2 minutes par changement. Ça veut dire qu'en gros, eBay, au niveau de son infrastructure de mise à disposition, a perdu 550 ans de production. Puisqu'en fait, pendant l'équivalent de 151 années, les ressources ont été utilisées uniquement pour changer des mots de passe. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas d'enchères, il n'y avait pas de paiement en ligne, il n'y avait pas de mise à disposition des annonces, etc. Donc la perte à gagner, on la voit bien dans ce cas-là. Simplement sur une bêtise de compromission des comptes. Alors j'ai pris eBay parce que c'est quelque chose qui est assez visible. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a eu Sony 2 fois, dont une fois sur la plateforme Nintendo. Il y a eu Orange qui s'est fait pirater quelques dizaines de milliers de comptes aussi. Enfin, c'est des choses qui sont assez sensibles. Un autre exemple, sur un domaine un peu différent, donc là on est un peu sur du cyberactivisme. Hein. TV5, ça date du mois dernier, je crois. TV5 s'est fait pirater, les comptes Twitter, les comptes Facebook, et la diffusion aussi. Alors la diffusion indirectement, ce qui s'est passé, c'est comme ils ont vu que des gens avaient pris le contrôle du réseau, ils ont tellement eu peur que ces gens-là puissent diffuser des slogans ou des choses non légales, qu'ils ont coupé la diffusion. Donc TV5 Monde, une diffusion coupée pendant 3 heures, je crois. Donc on imagine la perte à gagner derrière, la perte d'image et tout ça. Alors, le problème de TV5 Monde, ça montre bien également l'approche qu'il y a vis-à-vis de la sécurité. Il y a eu effectivement une attaque qui a été menée, qui était ciblée, puisque c'était TV5 qui était ciblée et pas une autre télé dans ce cas-là. Sauf que l'ANSSI, qui est l'agence française de sécurité, avait prévenu TV5 qu'il y avait un serveur qui était compromis à peu près une semaine avant. Et alors, il y a quelque chose qui est assez amusant, quand on regarde un petit peu la culture sécurité de TV5 Monde. Ça, c'est quelque chose, c'est un screenshot qui a été pris pendant la diffusion d'une émission, hein, d'un reportage. Si vous regardez ce qu'il y a à peu près au centre derrière le présentateur, c'est le mot de passe YouTube de TV5. Donc il y a un problème de prise de conscience de la sécurité qui n'est pas forcément traité de manière correcte, hein, et qui fait qu'on arrive sur ces extrémités-là. Très souvent, on arrive à se prémunir avec des choses qui sont assez basiques. Pourquoi? Parce que les cybercriminels, ils vont aller au plus simple. Et s'ils trouvent sur 2 entreprises l'une qui est plus simple à attaquer que l'autre, forcément ils auront sur la plus simple. Pas dépenser trop d'énergie. Donc maintenant vous avez bien peur, on a vu toutes les ressources qui étaient mises à disposition des cybercriminels pour aller attaquer nos entreprises. On va regarder un petit peu comment on va s'en prévenir, parce que c'est quand même l'objectif, on ne va pas se laisser faire. Donc nous, on va plutôt parler de protection des menaces avancées. Puisque
puisqu'on a des menaces qui sont avancées, on va mettre en place des protections avancées également. Alors, est-ce qu'il existe une recette miracle, silver bullet, comme les disent les Anglais? Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que non. Il n'y a pas une technologie qui va vous permettre de vous protéger contre toutes les menaces. En revanche, on va plutôt avoir une approche par segment, une multi-technologie qui va permettre d'aller se prémunir contre toutes ces menaces. On va voir que la plupart de ces technologies sont des choses assez simples et qui sont connues depuis longtemps. Donc déjà en termes d'approche, on va avoir trois étapes bien distinctes et bien différentes qui vont permettre de couvrir l'ensemble. La première, et c'est celle qu'on essaye de maximiser, qui est une approche qui est proactive, c'est la prévention. L'idée, c'est d'arrêter les menaces avant qu'elles rentrent dans le réseau, avant qu'elles rentrent dans le système d'information. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours fait, et c'est ce qui existe depuis longtemps. Mais on sait que ça ne va pas couvrir 100% des menaces. La deuxième, c'est de faire la détection. C'est-à-dire, je mets en place les outils qui me permettent de me rendre compte que j'ai des choses malveillantes qui sont rentrées dans mon système d'information, qui tentent de rentrer dans mon système d'information. Donc, de surveiller un peu ce qui se passe pour pouvoir le voir. Et la troisième, qui est de dire que si malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui arrive, c'est de mettre en place de la remédiation, c'est-à-dire d'être capable de répondre aux attaques et de voir ce qui se passe. Très souvent, on se rend compte, quand une entreprise est attaquée, c'est ce qui s'est passé avec TV5 Monde, ils ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe Internet? Est-ce que je ne coupe pas? Parce que si je coupe Internet, potentiellement, je perds les preuves qui me permettent de remonter à la source. Enfin voilà, il y a toute une problématique autour, et ça, c'est pas fait. Donc il y a trois parties distinctes dans ces mécanismes de protection qui sont extrêmement importants, qui sont la prévention, la détection et la remédiation, en fait, en quelque sorte. Si on les prend un par un, qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dessus, la première chose, la prévention, c'est des choses très simples que vous connaissez tous, qui sont normalement en place ou quasiment en place, qui peuvent être mises en place directement dans l'entreprise, mais également en mode managé, avec une délégation de la supervision et de la compétence. Tout ce qui tourne autour du firewall stateful, on a beaucoup dit que c'était mort, mais effectivement c'est insuffisant, mais c'est quand même le point de passage obligé. Tout ce qui est mécanisme d'authentification, notamment les authentifications double facteur, les mécanismes d'IPS, de contrôle applicatif, de filtrage web, de filtrage d'email, d'antivirus. Alors quelque chose qui est très important et dont on parle assez peu, depuis quelque temps, c'est la partie antivirus. On a beaucoup dit, finalement, l'antivirus il est mort, ça ne sert plus à rien, on n'a plus besoin parce que c'est pas efficace. En fait, c'est complètement faux, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé de 0D, on en parle beaucoup, on parle des vulnérabilités qui sont inconnues, etc. En fait, si on regarde concrètement les attaques, on s'aperçoit que une très grande majorité des attaques sont menées sur des vulnérabilités qui sont assez anciennes, voire très anciennes. Et ça permet de dire que l'antivirus est très efficace. Vous avez ici le top 15 des attaques comparées par rapport aux années de sortie des CVE. Donc en gros, ça veut dire qu'on prend une photo, donc ça date du premier semestre 2014, si on prenait la photo maintenant, ça serait la même chose. On regarde les attaques qui ont été menées et on regarde quelles vulnérabilités elles ont utilisées. On s'aperçoit que la majorité des attaques ont utilisé des vulnérabilités qui avaient 5 ans et plus. Donc ça veut dire que le 0D, oui, ça existe, mais que la plupart du temps, si on était sur des systèmes correctement gérés en termes de sécurité, l'attaque n'aurait jamais pu avoir lieu. On voit qu'il y a quand même pratiquement un quart des attaques qui a été menée en utilisant des vulnérabilités qui avaient plus de 10 ans. Donc ça donne une idée. Pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 80% des systèmes Windows qui tournent sur XP, qui est un système qui est obsolète, qui n'est plus maintenu par Microsoft. En termes de sécurité, ça veut dire qu'il y a des vulnérabilités qui sont très nombreuses là-dessus. Bon, juste une photo effectivement des systèmes qui sont installés. On le voit. Il y a plus de 80% des systèmes installés sont sur des systèmes qui sont obsolètes ou en voie d'obsolescence. Donc ils ne sont plus maintenus, sur lesquels il n'y a plus de patch. Notamment, sur la partie XP, on a énormément d'équipements embarqués. Je pense à des tables, je pense à des systèmes de traitement automatique, je pense à des systèmes industriels. Beaucoup de systèmes sont sur XP. Alors si on revient un petit peu sur l'antivirus, tous les antivirus ne sont pas égaux. Pourquoi? Pour deux raisons.
La première, c'est que certes, la technologie de base de l'antivirus est quelque chose d'assez connu et d'assez répandu. Finalement, si on simplifie à l'extrême, c'est du pattern matching. D'un côté, j'ai une base de connaissances, une base de signature, et d'autre côté, j'ai un moteur qui va permettre de voir si dans un fichier donné, j'ai trouvé cette base de signature. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont assez constantes et qu'on va retrouver partout. En revanche, l'efficacité, elle va jouer sur deux choses. D'une part, c'est la capacité à mettre à jour cette signature et à la mettre à disposition des antivirus. Parce que le principe même de fonctionnement fait que si on travaille sur une base qui est obsolète, on perd le bénéfice de l'antivirus. La deuxième, c'est tout ce qui tourne autour, les méthodes de détection. Une partie non négligeable des fichiers suspicieux, et notamment dans le cas d'attaques avancées, va être la capacité à faire de l'heuristique, par exemple. C'est-à-dire de détecter quelque chose de douteux dans le fichier et de pouvoir ensuite le soumettre, éventuellement, le flaguer et le soumettre à un système de détection qui va permettre d'aller au-delà de ce que c'est fait l'antivirus. Et on va voir avec elle. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui vont permettre d'aller au-delà et on verra comment on peut le faire. La deuxième étape, c'est tout ce qui fait partie de la détection. En gros, c'est de dire comment je vais pouvoir détecter quelque chose d'anormal sans utiliser des bases de connaissances. Le moyen le plus simple, et qui marche à tous les coups, c'est effectivement de travailler sur ce qu'on va appeler du comportemental. Un exemple très simple, la détection des botnets. On détecte énormément de botnets avec l'antivirus, sauf qu'on ne les détecte pas tous. Pourquoi? Parce que créer un botnet, c'est très simple. Il y a des sites underground sur lesquels vous pouvez aller pour créer votre propre botnet. Donc on peut en créer des dizaines de milliers comme ça par jour, et ça en crée des dizaines de milliers par jour, et forcément, il y a suffisamment de variantes pour faire qu'il y en a dans le lot certains qui passent au travers. En revanche, le botnet, il a un objectif et un seul. C'est d'aller se connecter sur un centre de contrôle et de commande pour se signaler, pour ensuite participer à un réseau zombie. À partir du moment où on connaît par réputation ces centres de commande et de contrôle, si une machine se connecte dessus, c'est forcément il y a un botnet. Donc on a détecté le botnet non pas lui-même, mais par son comportement. Et on peut couper la connexion au réseau, donc l'empêcher de se connecter au centre de commande et de contrôle, et donc le rendre inactif, et puis à côté de ça, prévenir l'administrateur pour qu'il puisse intervenir sur le poste. Réputation client, même chose. Quand je commence à avoir un utilisateur qui va ouvrir des dizaines de connexions sur des sites en Russie par exemple, alors qu'il l'a jamais fait, je peux commencer à me poser des questions. S'il commence à attaquer une base de données en direct en faisant du bulk import, pareil, je peux me poser des questions. Donc en maintenant sur ces mécanismes de comportement, je vais pouvoir avoir un doute raisonnable sur le fait qu'il y ait effectivement une tentative d'attaque. Le sandboxing, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, et pas de nouveau. Simplement, les technologies actuelles permettent d'aller plus loin. Le sandboxing, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un fichier que je trouve douteux, je vais aller l'exécuter dans un environnement, un container sécurisé, et regarder comment il se comporte. Et s'il a un comportement anormal, s'il commence à attaquer le disque dur, à chiffrer le disque dur par exemple, s'il commence à ouvrir des connexions vers des sites connus pour participer à des réseaux de malware, s'il se connecte sur un centre de commande et de contrôle, je pourrais en déduire qu'il y a effectivement un malware intégré dans ce programme-là et pouvoir le détruire et signaler derrière. Donc c'est uniquement sur le comportement qu'on voit ces choses-là. Et la partie sandboxing est une des choses qui se développe le plus sur cette partie-là. Alors le sandboxing, c'est quoi? C'est effectivement, comme je disais, la capacité d'exécuter dans un container virtuel et sécurisé des fichiers. Alors ça peut être des fichiers exécutables, mais ça peut être aussi, et c'est beaucoup le cas maintenant, des fichiers documents. Il y a énormément de vulnérabilités qui sont liées aux fichiers PDF ou les fichiers Office. Donc on va l'examine. Derrière, on examine le contrôle, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et on va ensuite noter, donc donner un score au fichier pour définir s'il est considéré comme dangereux ou pas. Donc quelque chose qui est important parce que ça va permettre effectivement de détecter des malwares qui ne sont pas détectés par les systèmes de recherche classiques, tout ce qui se base sur des bases de connaissances en fait. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que là non plus, c'est pas quelque chose qui va permettre de répondre à 100%, notamment parce qu'il peut y avoir des mécanismes d'évasion finalement assez simples et il faut que les systèmes de sandboxing les intègrent. Un exemple très simple, ce qu'on appelle le time bombing. Le fait que vous ayez un fichier qui, quand vous l'exécutez, ne fasse rien, mais va attendre une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois, 2 mois avant de faire quelque chose. Si vous faites ça dans un sandboxing et que vous n'avez pas prévu ce genre de comportement, en fait, il ne va rien se passer, vous allez considérer le fichier comme bon,
et puis au bout d'un mois ou deux, il va se passer des choses. Donc il y a des technologies qui permettent de faire varier le temps, par exemple, et artificiellement faire vieillir les machines pour voir si les fichiers ne vont pas avoir un comportement curieux au bout d'un certain temps ou à une date donnée. Voilà. Il faut non seulement la technologie de base, mais également anticiper ce qui peut se passer au niveau des technologies mises en place par les cybercriminels. Le dernier point, c'est la partie remédiation et traitement, en fait, finalement. On va se baser sur quoi? Principalement sur d'une part, la remontée d'informations. Donc on va pouvoir puiser dans les logs, par exemple, on va consolider et corréler des informations qui vont permettre de détecter, un petit peu comme on le fait sur la partie comportementale, de détecter des choses curieuses. Et puis, également de visualiser tout ce qui se passe au niveau de l'activité de temps réel, donc des changements de comportement mais globaux, des sessions qui commencent à s'ouvrir alors qu'elles ne s'ouvraient pas, des communications curieuses, des volumes de données qui changent, qui deviennent plus importants par exemple, donc tout ce qui tourne autour de la sécurité, etc., enfin du reporting et des extractions de données qu'on peut en faire, et puis tout ce qui tourne autour de renseignements sur les menaces. Donc ça, c'est des choses qui vont venir chez nous de la partie FortiGuard. Et nous, FortiGuard collecte les informations de tous les équipements, peut collecter les informations qui viennent de tous les équipements, sous forme de nombre d'attaques, de type d'attaque, de choses comme ça, qui peuvent être corrélées et donc pouvoir définir des informations. Ce qui est également très important, c'est que Fortinet étant propriétaire de l'intégralité de ces technologies, on va pouvoir avoir des synergies. L'exemple le plus frappant, c'est la partie sandboxing. Quand un équipement de sandboxing détecte avec un niveau de confiance suffisant qu'un fichier est un malware, on va pouvoir intégrer cette signature directement dans l'antivirus et pouvoir la détecter directement dans la première partie d'analyse et de manière très rapide. Parce qu'un des inconvénients du sandbox, on le comprend bien, c'est que le temps de prendre un fichier, de l'exécuter dans un environnement, dans une VM en fait à la volée, de vérifier comment il se comporte, de faire varier le temps de manière artificielle, d'appliquer certaines méthodes de traitement, ça prend du temps. En moyenne, on est de l'ordre de plusieurs minutes. Donc si on est sur la partie messagerie, c'est faisable. Si on est sur du web temps réel, on ne va pas pouvoir bloquer en attendant que le traitement soit fait. Donc c'est plutôt du traitement a posteriori. Donc le fait de pouvoir réinjecter ces informations dans l'antivirus va permettre de retrouver cette capacité de traitement temps réel et de capitaliser sur l'infrastructure de sécurité. Donc cette partie-là, elle est très importante, partie analyse et renseignement sur la partie sécurité. Donc finalement, pour pouvoir avoir une protection au plus haut niveau dans ces environnements-là, et avec ce type de menaces qui se développent de plus en plus, ça va être effectivement d'avoir une stratégie de défense coordonnée, avec d'abord des défenses qui vont être à l'intérieur même du réseau, dans l'infrastructure, qui peut être hébergée chez un partenaire comme GlobalNet, c'est d'ailleurs le cas avec les offres de sécurité managées. Derrière, des mécanismes de recherche de menaces et de découverte, avec des technologies de style sandboxing, FortiGuard et autres. Et puis de faire une mise à jour constante, c'est-à-dire de pouvoir constamment faire évoluer les informations et mettre à jour les systèmes de défense dans le réseau de manière à avoir une défense la plus proactive possible, la plus efficace possible. Tout ça, ça va se traduire par un certain nombre d'équipements qu'on va retrouver au niveau de Fortinet, dont certains sont très connus et sont utilisés par GlobalNet. Toute la partie qu'on appelle soit UTM, soit Next Generation Firewall, toute la partie protection des emails, toute la partie FortiWeb avec la protection des applications web. Tout ça, ça bénéficie également de la capacité de traitement et d'analyse de sécurité de FortiGuard. Toute la partie base Linux, si je peux dire. Et puis des choses, voilà, partie FortiGuard. Et puis des choses qui sont un peu plus centrales, comme le sandboxing, qui lui va pouvoir récupérer les informations des différents équipements qui vont lui soumettre, qui va analyser pour ensuite mettre à jour la partie antivirus ou pas et renvoyer un statut aux différents équipements. Donc si on regarde un petit peu tout ça, de la même manière que
les cybercriminels vont s'adapter, vont évoluer en fonction des différentes technologies et des différentes méthodes de détection. La partie sécurité va faire un peu la même chose, elle va évoluer aussi pour s'adapter aux différents besoins. Donc on est dans une dynamique, et de toute façon ça a toujours été, entre les cybercriminels et les entreprises de mesure contre mesure. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir toujours un pas d'avance, en tout cas d'avoir en place des solutions qui permettent de se rendre compte de ce qui se passe et de pouvoir bloquer le maximum. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on est sur de l'attaque ciblée, et les gens vont préférer cibler des entreprises qui sont plus vulnérables que des entreprises qui sont bien protégées, parce que ça va nécessiter plus de temps, ça va être plus compliqué, ça va être plus consommateur de ressources, et puis finalement, pour eux, il y a encore le choix, et donc ils sont plus facilement sur des entreprises qui sont plus vulnérables. Ce dont il faut être sûr également, c'est que partout où il y a de la valeur, les cybercriminalités vont la suivre. C'est-à-dire que, très clairement, les entreprises sont complètement dépendantes du digital aujourd'hui. On ne peut plus se passer de l'Internet, on ne peut plus se passer de messagerie, on ne peut plus se passer d'un certain nombre de choses. Les cybercriminels le savent et vont essayer de monnayer cette adhérence au digital. Donc la solution, c'est l'adaptation et c'est de mettre en place, anticiper, réagir et répondre. C'est un peu les trois pendants qu'on avait sur l'approche sécurité, avec la protection, la détection et la remédiation. C'est vraiment s'adapter au monde de la sécurité. Donc, mon idée, l'idée de cette présentation, c'était de vous montrer un petit peu le paysage des menaces, comment ça se positionnait, quels étaient les moyens pour se protéger de tout ça. Mes collègues vont rentrer plus dans le détail de certaines technologies et de voir comment ça peut s'adapter à un environnement managé, donc de se permettre de se reposer sur un partenariat de qualité pour pouvoir bénéficier des plus hauts niveaux de protection dans un monde où finalement les menaces sont en constante évolution. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, on pourra également discuter pendant la pause ou après, si vous voulez. Et puis je laisse la parole, là, s'il n'y a pas de questions, à la pause. Alors très bien. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous libérer pour la pause. Et puis on se retrouve combien de temps? Okay. Merci beaucoup.